Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Comment ne pas avoir peur pour ses enfants ? Nombre de parents la boule au ventre ce matin, 3 jours après la mort d'Elias, 14 ans, ado sans histoire, poignardé à Paris pour son téléphone portable. Bonjour Alexis de la Fléchère. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes en direct du collège-lycée Montaigne. C'est là qu'était scolarisé Elias, dans le 6e arrondissement de Paris. Une cellule psychologique a été mise en place pour les élèves qui en ressentiraient le besoin. Oui, il faut dire que l'ambiance est bien morose ce matin devant ce collège-lycée Montaigne qui compte pratiquement 2000 élèves et qui fait face dans le 6e arrondissement au Jardin du Luxembourg. Mais l'ambiance n'est pas à la fête ce matin. Les quelques élèves que j'ai pu croiser, ils arrivent au compte-gouttes. Les cours ne commencent qu'à partir de 8h30. Ils avaient le visage fermé, ils étaient bouleversés. Comment un tel niveau de violence a-t-il pu être atteint, me disait l'un d'eux. Tout ça pour un portable. Et vous l'avez dit, une cellule psychologique a été ouverte au sein de l'établissement pour permettre à tous ceux qui le souhaitent d'avoir un temps d'échange, puisque certains risquent d'avoir, on peut l'imaginer, du mal à réaliser qu'ils ne reverront pas dans leur collège cette année Elias. Et l'enquête sur la mort de l'adolescent progresse d'ailleurs rapidement, Alexis. Oui, ça avance vite. Les deux suspects âgés de 16 et 17 ans qui, rappelons-le, avaient interdiction de rentrer en contact l'un avec l'autre après une affaire de vol avec violence. Ils ont été interpellés très rapidement après le drame. Et ça y est, l'un d'eux, hier, en garde à vue, avoué avoir porté le coup de couteau mortel à Elias. Et selon différentes sources, l'arme du crime a été retrouvée au domicile de l'un des deux mineurs. Des aveux qui pourraient conduire à une présentation maintenant rapide à un magistrat. Merci beaucoup Alexis de la Fléchère, en direct du collège-lycée Montaigne à Paris pour Europe 1. Paris marqué également par l'incendie cette nuit de la mairie du 12e arrondissement. Ouais, des flammes impressionnantes. Les pompiers appelés vers 3h du matin ont maîtrisé le feu, mais l'édifice est défiguré et sa flèche menace de s'effondrer selon le préfet de police Laurent Nunez. Les causes du sinistre restent à déterminer. C'était le 27 janvier 1945, il y a 80 ans, la découverte du camp d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. La révélation au monde entier de l'horreur des chambres à gaz et la libération de 7000 juifs promis à l'enfer. Cet après-midi, 16h, c'est sous la grande porte historique de ce camp de la mort où 1 million de personnes ont été tuées que se tiendra une cérémonie d'hommage. 54 délégations internationales attendues. Emmanuel Macron fera le déplacement, mais ce sont surtout les absents qui se feront remarquer, Jacques Serret. Ils sont trois grands absents pour ces commémorations. Benyamin Netanyahou, tout d'abord. Le Premier ministre israélien, sous le coup d'un mandat d'arrêt international, a préféré décliner l'invitation. L'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, justifie ce choix. Le Premier ministre israélien est un peu occupé en s'occupant de la libération de nos otages, de la guerre, et de faire en sorte que les choses commencent à rentrer dans une certaine normalité en Israël. Alors, malheureusement, il n'aurait pas pu participer. La Pologne avait pourtant pris les devants en assurant à Benyamin Netanyahou un accès libre et sûr. Il sera finalement représenté par le ministre de l'Éducation, Yoav Kish. Autre grand absent, Vladimir Poutine. Si l'armée rouge a découvert ce camp de la mort il y a 80 ans, le président russe n'y est pas le bienvenu aujourd'hui. Compte tenu entre autres de la guerre en Ukraine, il n'a pas été invité. Et en ce qui le concerne, la Pologne ne se serait pas privée de faire appliquer le mandat d'arrêt international qui le vise. Enfin, Donald Trump, lui non plus, ne sera pas là. Le nouveau président des États-Unis sera représenté par son envoyé spécial au Moyen-Orient. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et pour ne pas oublier l'horreur des camps de concentration, Europe 1 vous propose une nouvelle série de podcasts au cœur de l'actu. Avec des archives poignantes, des récits de survivants comme Henri Borland. Il a 15 ans quand il est déporté en juillet 42. Déplacé dans plusieurs camps, il parvient à s'échapper en avril 44. Il mettra des années avant de pouvoir raconter les conditions de détention. On était épuisé par le travail, on était effrayé, on était battu, insulté. En plus, on nous faisait faire des efforts très au-dessus de nos moyens. Il fallait toujours courir plus vite. Et on recevait des coups si on n'allait pas aussi vite, avec des charges en portant ce qu'on appelait des trags, c'est-à-dire des caisses en bois lourdes avec des brancards, un homme devant, un homme derrière. On avait des chaussures qui avaient une semelle de bois rigide, avec de la toile au-dessus qui nous blessait et qu'on perdait dans la boue. Et bref, c'était l'affolement. La voix d'Henri Borland qui s'est éteint le mois dernier. Archive Europe 1 à découvrir dans les podcasts au cœur de l'actu sur europe1.fr, l'appli Europe 1 et toutes vos plateformes d'écoute. Alors on l'a dit, Benyamin Netanyahou ne sera pas présent aux commémorations ce jour en Pologne. Le Premier ministre israélien surveille de près les libérations d'otages toujours retenus à Gaza. Oui, il vient d'obtenir la liste des otages vivants et morts encore aux mains des terroristes du Hamas et la libération à venir ce jeudi de 3 d'entre eux. En échange, les Palestiniens déplacés peuvent depuis ce matin retourner
dans le nord de la bande de Gaza. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. Après son vote au Sénat la semaine dernière, le budget 2025 entre dans une semaine décisive. Jeudi, commission mixte paritaire comprenant 7 députés et 7 sénateurs. Elle va se réunir pour trouver un consensus sur le projet de loi de finances. La position des socialistes, qui font toujours peser la menace de censure sur le gouvernement, sera déterminante. Arthur Delaborde, François Bayrou pourrait donc leur donner de nouveaux gages. Ils ont déjà obtenu près de 3 milliards d'euros de concessions, mais le compte n'y est pas pour les socialistes. Ils réclament notamment des mesures supplémentaires pour le pouvoir d'achat et jugent certaines coupes inacceptables. En face, même si son socle commun le presse de maintenir son objectif de 5,4% de déficit, le Premier ministre tente de trouver un compromis pour assurer sa survie. Le PS fait monter les enchères, mais nous arriverons à un accord, prédit un ministre de premier plan. Néanmoins, même si les discussions aboutissent, pas sûr que cela n'écarte totalement le risque de censure. Divisé, le groupe PS compte dans ses rangs des députés déterminés à faire tomber le gouvernement pour rester fidèles au nouveau Front populaire. L'un d'entre eux estime qu'il suffit que 25 socialistes sur 66 votent une motion pour renverser François Bayrou. Il n'y a plus qu'une quinzaine de collègues à convaincre, car nous sommes déjà 8, explique-t-il confiant. Arthur Delaborde. On parle beaucoup du narcotrafic en France. Voici une filière criminelle aussi très organisée, le vol de bois. Oui, dans des forêts privées. 75% des forêts françaises appartiennent à des particuliers qui tirent la sonnette d'alarme ce matin, car les constats se multiplient. En Occitanie, en Île-de-France, dans l'Aube, les Vosges ou la Moselle. Reportage à Étanges-Grande, c'est près de Thionville, de la correspondante d'Europe 1, Mélina Fachin. Cette parcelle de forêt appartient à la famille d'Alain Novak depuis 4 générations. Fin décembre, il découvre atterré que 2 de ces chênes centenaires ont été tronçonnés et volés. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père a travaillé là pour nettoyer cette forêt et la protéger. La perte, elle est quand même dure à avaler. Les vols sauvages de bois se multiplient, déplore Didier Daclin, président départemental de France-Silva, syndicat de propriétaires forestiers. Il y a des gens qui se font énormément d'argent. C'est mafieux. Et attention aussi aux escroqueries de filières très organisées. Le plus fréquent, c'est l'abus de personnes âgées. On propose un prix ridicule pour une parcelle de forêt, en gros au tiers de la valeur. Ensuite, il y a le vol par dépassement de limite. La société a acheté une parcelle et puis systématiquement va aller prélever quelques arbres chez les voisins. Les conséquences de ces vols sont multiples. On a le préjudice économique, écologique. Et puis ensuite, c'est le drame moral. Parce que quand on vient piller ces forêts, on vient arracher la mémoire de cette famille. Et la justice ne suit pas, regrette-t-il. Il demande donc au gouvernement de s'emparer du problème et de créer une cellule dédiée au vol de bois. Étanges-Grande, Mélina Fachin, Europe 1. Et puis l'île-et-Vilaine en vigilance rouge crue ce matin à cause de la dépression Herminia. Et je me tourne vers vous, Anissa Haddadi. Question, est-ce que le pire est à venir encore ? Le pire est pour aujourd'hui. Le pic de la crue est attendu aujourd'hui à Rennes et en milieu de semaine seulement pour Redon. Donc on va vivre encore des heures compliquées. La décrue sera longue et lente. C'est une crue de la Seiche et de la Vilaine médiane qui est historique. Entre la tempête Éowyn et Herminia, il est tombé 100 mm d'eau, soit 100 litres d'eau par mètre carré. Toute la façade atlantique est touchée puisque les 2 skippers du Vendée Globe qui doivent arriver aujourd'hui sont détournés vers La Rochelle. Le chenal des Sables d'Olonne est impraticable. Merci beaucoup, Anissa Haddadi. Bon courage et prudence si vous écoutez Europe 1 dans les départements concernés. On est avec vous. Merci beaucoup, Fanny Marceau. Allez, dans un instant sur Europe 1, restez avec nous. Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement national et député du Nord, c'est l'invité de la grande interview Europe 1 CNews face à Sonia Mabrouk.